Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai pas mal travaillé dessus. Je vais parler de l'empoisonneur de Bovingdon. Donc vous m'excuserez, l'accent anglais c'est pas mon fort. Je suis désolée pour ceux qui avaient choisi l'histoire de Brandon. C'est une histoire américaine. J'y reviendrai sûrement, voilà. Mais en tout cas, l'affaire de Brandon, pour le moment, je ne vais pas en parler. Je suis désolée pour ceux qui souhaitaient que je la traite. Je passe très rapidement sur ça et on démarre la vidéo. Graham Frederick Young voit le jour le 7 septembre 1947 à Londres. Malheureusement, sa mère décède quelques mois après sa naissance et son père, ne se sentant pas capable de l'éduquer seul, le confie à son oncle et sa tante qui le récupèrent donc pour quelques années quand il était très jeune. Winnie et Jack l'élèvent à Londres pour quelques années et le traitent comme leur fils. Il s'entend très bien avec leur fille d'ailleurs. Puis son père se marie le 1er avril 1950. Il a donc dorénavant une belle-mère qui décidera de reformer la famille et donc il récupérera et sa fille et son fils. Donc là ils seront de nouveau 4 dans la famille, une famille recomposée. C'est à l'âge de 9 ans à peu près que Graham se découvre une passion pour tout ce qui est produits chimiques et notamment tout ce qui peut être trouvé comme un petit peu inflammable, comme du poison, comme voilà, ce genre de choses. Il se passionnera même pour le vernis de sa belle-mère en fait parce qu'il y a des produits qui sont toxiques dedans. Récompensé d'avoir été très studieux en classe et d'avoir bien travaillé, son père va lui offrir une petite mallette de chimiste avec quelques produits dedans et puis une panoplie voilà, pour faire des mini tests de chimie quoi. Malheureusement, ça n'est pas vraiment signé son arrêt de bord, mais ça va l'encourager là-dedans. Et donc, dès qu'il aura la possibilité d'avoir de l'argent de poche et accès à des produits chimiques, il va tous les récupérer et aller en acheter aussi dans les pharmacies du coin où il va faire plusieurs pharmacies pour ne pas se faire ficher dans l'une ou dans l'autre. Il était assez intelligent pour pouvoir passer outre ça en fait. Ça sera au moment du collège qu'il commencera à utiliser vraiment les produits chimiques et à les mettre en place, notamment avec l'antimoine. C'est un composé chimique. Après, personnellement, je ne suis pas très douée en chimie. S'il y a d'autres gens qui savent exactement à quoi il sert, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça permettra aux autres d'avoir l'information et puis à moi aussi. Mais ce qui l'intéresse le plus, le petit Graham, c'est de savoir ce que ça produit sur les humains. Et pourquoi ne pas tester tout simplement sur les membres de sa famille? Donc il va faire des tests de l'antimoine sur les personnes de sa famille. Il va notamment tester le poison sur sa belle-mère. Molly Young a actuellement 37 ans à ce moment-là et d'un coup, on va dire, elle est prise de ballonnement, de vomissements, de diarrhée, enfin elle tombe malade. Mais elle ne décède pas, voilà, elle est juste vraiment malade. Et c'est une maladie bizarrement qui va s'étendre à plusieurs membres de la famille. Des membres aussi qui ont été en contact avec Graham, des amis à lui, des personnes avec qui il a eu des différends. Ce sera aussi son père qui va être touché. Et lui-même prendra également une dose pour ne pas attirer l'attention sur lui et une dose bien plus minime, donc il sera un petit peu malade en fait. En novembre 1961, Graham et Winifred, sa sœur, sont dans la cuisine, voilà, et ils discutent simplement, et puis ils se mettent à boire du thé. C'est en préparant le thé que Graham va verser une substance dans le thé de sa sœur, mais en le buvant, elle va découvrir qu'il est un petit peu bizarre, qu'il est amer, enfin il y a quelque chose qui lui plaît pas. Donc elle va en boire quelques gorgées, mais elle va le laisser sur le bord de la table, voilà, en disant qu'il y a un goût bizarre qui lui plaît pas tout simplement. Et heureusement pour elle, elle n'en a pas ingéré suffisamment, mais quelques temps plus tard, en allant au travail, en fait, elle commence à se sentir mal dans les transports et elle arrive à son arrêt de métro et c'est sa collègue qui la récupère dans un tel état qu'elle l'amène directement à l'hôpital. Plusieurs tests seront effectués sur elle à l'hôpital pour savoir quel mal l'habite en fait, pour savoir qu'est-ce qu'elle a. On apprendra donc qu'elle a été exposée à la toxine Atropa belladonna. Pareil, s'il y a des gens qui connaissent exactement en quoi ça consiste, son père, Fred,
va essayer de voir avec Graham en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que sa sœur se retrouve dans un tel état. Et ils savent dans la famille qu'il manipule les produits chimiques et qu'il est à même d'avoir tripatouillé des choses et puis sans faire exprès peut-être les avoir mis dans la tasse de sa sœur ou même en avoir ingéré lui-même, en avoir fait ingérer. Et donc il va l'engueuler. Et puis il va lui dire voilà vraiment fais attention, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et Graham va totalement le nier en bloc et va dire que c'est sûrement Molly, la belle-mère, qui en a mis sans faire exprès. Enfin voilà, elle s'est pas lavé les mains, un truc comme ça. C'est vraiment sûrement de la faute de sa belle-mère en fait. Le père va décider quand même de pousser et il va fouiller toute la chambre de son fils. À ce moment-là, il ne retrouvera rien du tout. Donc il va pas s'excuser, mais il va pas trop l'engueuler et lui dire voilà, fais attention par contre. Sa sœur, elle, qui croyait que c'était Graham, va s'excuser au moment où on découvrira qu'il n'avait rien dans sa chambre. Le 21 avril 1962, c'est Molly, la belle-mère, qui décède subitement des causes d'un empoisonnement très probablement. Malheureusement, ça se fait tellement dans la précipitation, le père ne cherche pas à savoir non plus qu'est-ce qui s'est passé. Il est tellement triste d'avoir perdu sa seconde épouse que dans la précipitation, ils vont incinérer Molly et on ne pourra retrouver aucune trace sur le corps puisqu'elle sera en cendres. Quelques temps plus tard, c'est le père qui se retrouve subitement très malade et qui donc est envoyé à l'hôpital pour faire également des tests et on retrouve dans son corps de l'antimoine. Ça vous dit quelque chose? Évidemment. C'est bien de la faute de Graham, mais à ce moment-là, rien ne sera trop prouvé. C'est surtout sa tante, donc Winnie, qui va aller voir le petit Graham pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir si c'est lui, parce que elle le connaît, elle le connaît un petit peu, elle l'a éduqué un petit peu, mais surtout ils sont très en contact, elle l'aime beaucoup, mais elle ressent que c'est possible qu'il ait fait des expériences chimiques avec ses petits outils et qu'il ait pu empoisonner la famille, peut-être sans le vouloir en fait. C'est donc à ce moment-là qu'elle va décider, la tante de Graham, d'en parler à son professeur de sciences et tous deux vont fouiller dans le casier de Graham et vont découvrir des produits chimiques. Ils découvriront également le dessin d'hommes morts. Ça leur mettra directement la puce à l'oreille, retrouver des produits chimiques et des dessins d'hommes morts dans le casier d'un enfant. Ils appellent directement la police. Graham est arrêté le 23 mai 1962 pour avoir empoisonné plusieurs membres de sa famille. Il ne pourra cependant pas être considéré comme un meurtrier parce que, comme je vous l'ai dit, le corps de la belle-mère étant incinéré, on n'a pas pu retrouver de traces en réeffectuant des fouilles sur le corps. Il sera envoyé dans un centre hospitalier pour les troubles mentaux, le centre de Broadmoor. Si je le prononce mal, c'est pareil, voilà. Voilà, je suis pas du tout forte en anglais, franchement. Pour le coup, je suis vraiment très nulle en anglais. Après avoir été évalué, on dira qu'il souffre de troubles de la personnalité ainsi que de schizophrénie. Pour information, c'est également le plus jeune détenu de l'hôpital. Puisqu'à ce moment-là, je le rappelle, il n'a seulement que 15 ans. Sa détention est très stricte. La peine initiale qu'il doit faire est de 15 ans. Il sera considéré au bout de 9 ans comme guéri et plus obsédé par les poisons. Évidemment, c'est totalement faux et vous le saurez par la suite. On apprendra bien plus tard qu'en fait, il a profité de sa détention pour bûcher les livres de la bibliothèque en ce qui concerne toutes les typologies de poisons et comment extraire de l'arsenic depuis les feuilles de laurier qui sont présents dans le jardin de l'hôpital. Il a également empoisonné quelques membres du personnel ainsi que plusieurs malades, notamment son codétenu John Berridge, celui-ci étant décédé, tout comme l'un des membres du personnel hospitalier. Il sort finalement de l'hôpital en février 1971. Il trouve un travail d'intendance dans le laboratoire John Hadland à Bovingtown, chose qui n'est pas nécessairement à retenir, mais ça n'est pas très loin de chez sa sœur. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, dans un laboratoire, on a accès à certaines substances. Et dans ce laboratoire, on a évidemment accès à plein de substances qu'il ne pourrait pas se procurer de manière générale en pharmacie. Donc c'est bien ce qui va l'arranger, notre cher Graham. Et il ira également faire du trafic de substances, de produits chimiques avec un autre chimiste, je ne sais plus d'où, mais voilà, il récupère aussi d'autres produits chimiques. Bien évidemment, ses employeurs connaissent son passé, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique, mais ils ne savent pas du tout les causes. Donc ils ne savent pas qu'en fait, il a un gros problème avec tout ce qui est produits chimiques, et donc évidemment, lâcher un psychopathe des produits chimiques dans un laboratoire,
Eh ben, ça n'est pas une très bonne idée, mais bon. Il a normalement également un agent de probation qui est censé suivre ce qu'il fait. Le problème étant que cette personne ne viendra jamais et ne se rendra jamais à son travail ni à son domicile pour venir effectuer des visites de contrôle. Après le début de son travail, le contremaître tombera malade et mourra. Et ensuite, c'est une épidémie qui touchera le personnel, puisqu'après que Graham leur ait servi du thé, ils tombent pour ainsi dire, presque tous malades. 7 personnes en tout seront malades et le second contremaître décidera de ne plus venir au travail car il a trop peur de l'épidémie. Un autre de ses collègues, Fred Biggs, sera empoisonné et malheureusement, il succombera et mourra. À force d'y avoir autant de malades dans l'entreprise, il y aura une enquête qui sera faite par un médecin pour savoir ce qui touche les employés, savoir ce qui les rend malades et ce qui les fait mourir. Graham ira même jusqu'à suggérer au médecin qui est en charge de l'enquête que les employés ont été contaminés par le thallium, qui fait donc partie des substances qu'il manipule tous les jours puisque c'est l'une des substances principales qui est comprise dans le labo. Mais il commettra une erreur qui va lui coûter sa liberté puisqu'il va se confier à l'un de ses collègues en disant qu'il adore trimballer des produits chimiques et surtout les manipuler. Le collègue ira dire à la police qu'en fait, Graham lui a confié avoir des vrais penchants pour les produits chimiques et donc les policiers vont enquêter sur la vie de Graham. Et c'est là où ils vont réussir à voir tous les cas de contamination que Graham a fait puisqu'ils vont remonter jusqu'à son passé, voir qu'il a été emprisonné, qu'il a été dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a justement empoisonné plusieurs membres de sa famille et donc ça va aider à la résolution de l'enquête. La police se rend chez le père de Graham, celui-ci étant en visite chez Fred, son père, et ils vont l'arrêter le 21 novembre 1971. Ils retrouvent sur lui du thallium et de l'antimoine. Ils retrouveront également dans son appartement de l'aconinium. Et dans l'appartement, ils trouveront également un objet bien plus intéressant que tous les produits chimiques, c'est le journal intime de Graham. Dans celui-ci, il se confie sur toutes les doses qui doivent être mises et toutes les substances qu'il utilise. C'est une vraie mine d'or d'informations, littéralement. Il mettra également les symptômes et tout ce qu'ont ressenti les personnes sur lesquelles il l'a testé. Il fera aussi des aveux à la police, mais il ne voudra pas les signer. Donc en gros, il dit ce qu'il a fait, il vide son sac, mais il ne veut pas assumer. Passons maintenant au procès. Devant la cour de Saint-Alban le 19 juin 1972, le procès durera une dizaine de jours. Graham Young plaide non coupable. Il indiquera qu'en fait, son journal intime n'est pas du tout un journal intime et le relais de toutes les informations qu'il a pu prendre au cours de sa vie, mais bien une totale fiction qu'il a écrit car il voulait écrire un livre sur les causes d'empoisonnement. Il ne voulait pas se confier sur ses crimes puisqu'il n'a pas commis de crime pour lui, il voulait simplement relater de la fiction. Il sera reconnu coupable et condamné à la prison à vie, mais jusqu'au bout, Graham croit qu'il peut s'en sortir. Donc, voilà, il est en prison, mais pour lui, il peut sortir à tout moment. Ce qui le rendra heureux, c'est qu'en fait, il comprendra qu'il est connu, entre guillemets connu, mais il aurait préféré qu'on l'appelle Ward empoisonneur, on va dire ça avec l'accent français, car les médias l'appellent en fait l'empoisonneur de la tasse de thé. Il indiquera bien qu'il ne ressent aucun remords concernant ces meurtres. Il sera incarcéré dans la prison de sécurité maximale de Parkhurst, qui est sur l'île de Wight. Durant son incarcération, il deviendra ami avec Ian Brandy, un tueur en série avec lequel il partagera une fascination pour l'Allemagne nazie et les échecs. Son codétenu, Ian, déclarera qu'il est asexué et excité seulement par le pouvoir, l'expérimentation clinique et la mort. Il décédera 18 ans après le début de son incarcération, le 1er août 1990, à l'âge de 43 ans. Il est mort d'un infarctus du myocarde. Je termine maintenant cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez que c'était un malade mental, qu'il avait de vrais soucis psychiatriques ou non, parce qu'il aura été dit dans son dernier procès qu'en fait il n'avait pas de soucis mentaux et qu'il était tout à fait sain d'esprit. Personnellement, je pense qu'il a des problèmes, notamment d'ordre psychologique, puisqu'il n'a pas d'attachement et qu'il n'avait pas du tout de remords pour ses meurtres. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et votre avis. Je vais maintenant vous donner les deux choix pour la semaine prochaine, soit l'affaire du petit Jonathan qui a eu lieu en 2004, une affaire d'enlèvement et de disparition, soit l'histoire de Martin Dumollard. Voilà, on me l'a suggéré en commentaire, c'est vrai que c'est pas un nom qui fait rêver, c'est le nom d'un tueur en série
Donc je voulais choisir une affaire d'enlèvement ou une affaire de tueur en série. Jonathan Mollard. Ah oui, une petite chose, je voulais remercier les gens qui ont participé au jeu concours. Je suis désolée pour le retard, hein, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin de mon côté et j'ai bien sûr prévenu la gagnante. Donc c'est Léa qui a gagné le livre de Corinne Philippe. Donc merci beaucoup à Corinne pour son livre et merci beaucoup à Léa d'avoir participé. Si jamais nous atteignons les 500 abonnés, je compte faire un jeu concours aux 500 abonnés, donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vous laisse donc, je vous dis à bientôt et je vous demande de prendre soin de vous. Bye!